Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Seven, des produits authentiques hérités de la compétition. Recrute Expert, recrutement, conseil RH, agence d'emploi. Stylimo, réseau national de mandataires immobiliers. Salut à tous les amis, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Inside Hill Climb, la seule émission 100% course de côte. Vous le savez, vous êtes bien plus de 1500 personnes à nous avoir déjà rejoints sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour le soutien. Je vais dans quelques instants vous présenter les invités qui sont à mes côtés ce soir. Avant de démarrer, je vous le rappelle, les amis, l'ensemble des émissions précédemment réalisées sont à retrouver sur la page Facebook Inside Hill Climb, sur la page Instagram également et sur YouTube. N'hésitez pas à y retourner, à partager ces vidéos, à les commenter et à les montrer à vos amis fans de sport automobile. Plateau 100% européen ce soir. On avait déjà commencé à sortir des frontières française il y a 2 semaines de cela avec un plateau 100% Belgique. On a décidé d'inviter ce soir à nos côtés des pilotes qu'on a l'occasion de voir sur des manches européennes, parfois en France, en Suisse, au Luxembourg notamment. Je vais vous les présenter dans un premier temps. On va commencer par un garçon qu'on a eu l'occasion de voir au volant d'un tracking et plus récemment en Norma. Il nous parlera de sa carrière, de son programme pour 2020, voire 2021. Il s'agit de Jérémy Noira. Salut Jérémy. Salut, bonsoir à tous. Bon, je te remercie d'être à nos côtés ce soir. Deuxième invité. Alors lui, on a plus l'occasion de le voir en voiture fermée, notamment au volant d'une belle Clio Cup. Il nous en parlera de cette auto. Il s'agit d'Hervé Villot. Salut Hervé. Salut à tous. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Puis enfin, on accueille bien le quadruple champion du Luxembourg de course de côte. Il va nous parler un petit peu de toute sa carrière, de son programme et justement de ce qu'il a prévu de faire pour la suite. Il s'agit de Canio Marchionnet. Salut Canio. Bonjour à tous. Bon, merci à tous les trois d'être à nos côtés ce soir pour ce plateau 100% européen. Ça va vous permettre de vous présenter aux yeux des fans de course de côte française qui vous connaissent peut-être pas forcément d'ailleurs. Et c'est aussi le but du jeu de Inside Hill Climb, c'est de présenter toutes celles et ceux qui font la course de côte européenne au quotidien. Ma première question, les garçons, que je voulais vous poser, nous, on est en France, donc on sait ce qui se passe chez nous en ce moment, ce qui s'est passé dernièrement. Comment ça s'est passé pour vous ces 2 mois et quelques de confinement? Comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Canio, si tu veux nous expliquer un petit peu la situation aujourd'hui au Luxembourg. Nous, disons maintenant, ça fait bientôt 1 mois et demi, 2 mois, un mois et demi que ça a repris plus ou moins normalement. Nous, au boulot, on a dû fermer quand même quelques semaines, mais ça se passe plutôt bien. Espérons que ça continue comme ça. Malgré que cette semaine, il y a pas mal, les cas, ils ont un peu repris à la hausse, mais espérons que c'est une fausse alerte. Bon, et toi, ça va, tu as réussi à rouler là dernièrement, tu as pu profiter des circuits à côté de chez toi, si je dis pas de bêtises. Oui, j'ai repris le karting dès que j'ai pu, j'ai repris le karting, dès qu'ils ont rouvert les frontières avec la France. Et là, dernièrement, j'ai fait l'achat d'un radical motorisé 1500 à Yabusa pour faire un peu du track day, aller me faire plaisir sur piste et voilà donc ouais, c'est sympa, ça se passe plutôt bien. J'essaie de rouler tous les week-ends histoire de rester un peu en forme Bien sûr, non, mais t'as raison. On reparlera justement du karting et également justement de ce radical qu'on a eu l'occasion de découvrir cette semaine sur Facebook. Tu nous en parleras dans quelques instants. Jérémy, Hervé, comment ça s'est passé pour vous en Suisse et comment justement vous avez pu ou pas, je dirais, compléter ce manque de course? Jérémy, je te laisse commencer. Chez nous, c'était un semi-confinement, donc on a continué à travailler, même si on a dû fermer pour quelques semaines quand même au niveau du travail. Donc moi, pour ma part, pas de roulage cette année. La voiture, elle est dans l'atelier, elle est démontée. Et puis, je me suis vu dans la tête de préparer plutôt 2021 que de rouler cette année une course de 16 ans. Bon, on parlera justement de ton programme et je dirais, de ce qui a été chamboulé justement sur 2020. On en reparlera tout à l'heure. Hervé, comment ça s'est passé pour toi et est-ce que tu as déjà repris un petit peu sur circuit ou autre? Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller rouler? Non, disons,
nous, on n'a pas eu, comme il a dit Jérémy, on n'a pas eu de confinement strict. Moi, pour ma part, j'ai pas arrêté de travailler. Ça n'a pas trop changé dans mes habitudes. Après, non, la voiture, du coup, je faisais des modifications. Puis quand j'ai vu comment ça allait, j'ai continué à faire des modifications. Cette année, c'est vrai qu'en Suisse, en course de côte, il n'y a plus rien, tout annulé. On aura peut-être un slalom au mois de septembre, mais c'est même pas sûr. Comme moi, je touche un petit peu aussi au rallye, donc il reste encore 3 manches du championnat suisse. Mais bon, voilà, franchement, maintenant, on est sûr de rien. Donc du coup, j'ai encore pas pris ma licence et je vais attendre, je pense, d'ici la mi-août, voir comment ça se goupille, parce que là, on peut pas vraiment faire de projet cette année. Mais c'est clair que pour le moment, non, j'ai pas roulé, même avec les voitures des copains. Donc peut-être que d'ici, si ma Clio est prête, de toute façon, je vais aller l'essayer. Je pense aller courant en août, aller faire 2-3 tests au circuit, peut-être à Brest. Donc, voilà. Ok, ouais, bah c'est sûr que la situation, elle est pas évidente. On le rappelle, on en profite. Tu le disais, Cagno, justement, les cas qui malheureusement repartent à la hausse, restez chez vous, bien évidemment, ou enfin pas restez chez vous, mais je veux dire restez prudent, pardon, parce que sans prudence, malheureusement, effectivement, on risque de mettre en péril le peu de courses qui reste à faire sur 2020. Donc, on va essayer d'être tous et toutes prudents et prudentes, bien évidemment. Les amis, je vous propose de démarrer cette émission justement qui vous est dédiée ce soir. Alors, vous le savez, hein, dans Inside Hill Climb, on en profite pour revenir sur vos carrières respectives, pour parler de vos dernières saisons, de parler un petit peu de tout ça. Et je voudrais qu'on démarre justement avec celui d'entre vous qui a démarré en premier en course de côte. On va aller bien en 2002, on va reculer il y a quelques années de ça, puisque toi, Hervé, c'est à ce moment-là que tu as débuté, si je ne dis pas de bêtises, en compétition. Et tu as d'ailleurs plutôt débuté par le slalom, c'est ça, hein? Oui, bon, j'ai commencé, c'est vrai, en 2002. Bon, au début, ça fait avant 2002 que j'allais déjà voir. J'ai toujours aimé aller regarder les rallyes. Et puis, c'est vrai que pour moi, attaquer en rallye, c'est un budget un peu trop conséquent. Je voulais faire copilote, et puis en fait, je me suis dit non, moi, c'est au volant qu'il faut que j'essaye. Et en 2002, ben, j'ai commencé en Suisse, donc sur nos slaloms. Faut savoir qu'on a quand même des beaux slaloms. Hein, je veux dire, ils sont entre 2 et 5 km de long, donc c'est vraiment intéressant. Et là, j'avais ma voiture tous les jours, c'était une 105 GTI. Et puis j'en ai fait quelques-uns avec. J'avais aussi une autre voiture, une Honda Civic, et puis ça se passait pas trop mal. Et puis bon, ben là, c'était non licencié. Et en août 2002, j'ai eu l'opportunité de dégoter une Saxo Cup pour pas trop cher. Et puis c'est clair que là, j'ai été faire en début 2003, j'ai été faire le cours de licence parce que j'avais pas suffisamment de courses en local pour pouvoir prétendre prendre une licence nationale. Donc du coup, cours de licence en avril 2003, et ensuite j'ai débuté là en slalom, donc près de chez moi. Et j'en ai fait 3-4. Et puis ensuite, attaquer les courses de côte. Et la première course de côte que j'ai fait, c'était justement Villafan-et-Chevannes. Parce qu'il y a un copain qui a été roulé là-bas me disait, mais vas-y, c'est vraiment une belle montée. Puis c'est vrai que c'était le début. Nous, en Suisse, on a les côtes, elles commencent toujours fin juin. Donc du coup, Villafan, c'était début juillet. Donc c'était un peu la première. Puis j'ai dit, bon, ben, j'y vais, je connais personne. Et voilà. Et puis, en effet, c'était une magnifique expérience. Bon, j'ai bien reconnu le vendredi soir. Et puis voilà, c'est vraiment un bon souvenir d'avoir commencé là-bas. Et ensuite, j'ai continué la saison avec la Saxo pendant bien quelques années. Enfin, au début, j'étais très fougueux, donc j'ai fait un peu de la casse, quoi. Ouais, ça arrive, hein. Ça fait partie du jeu, hein. Je crois qu'on connaît tous. On connaît tous. Ouais, et puis Villafan pour le coup, donc ouais, t'as pas rigolé quoi pour ta première épreuve, ça va, ça s'était bien passé à l'époque. Oui, non, c'est clair. Le chrono, si je me rappelle bien, c'était mon meilleur chrono. Le Saxo Cup, il faut savoir qu'elle n'est pas très préparée. Elle a 145 chevaux. Elle a une boîte d'origine. Elle a juste un pont court, pas d'autobloquant. Bon, ça fait 850 kilos. Mais ça marchait bien. Donc, je suis à Villafan, je crois que j'étais en 2,39, mon meilleur chrono à la première, je sais plus, la deuxième manche courte. Et après la troisième montée course, j'en voulais encore un peu plus. Dans un gauche, là, après la troisième épingle, je suis sorti un peu large. Enfin, je suis passé trop vite, je pense.
Et je me suis appuyé contre le rail. Enfin, ça m'a fait casser le rétro pendant en bas la porte. Bon, ça Donc, va. Si c'est que ça, il n'y a pas trop de casse. Ça va. non, non, non. Ça va. Mais, Ça va. mais voilà, c'était vraiment une chouette expérience. C'est un souvenir impérissable. Bon. Surtout au Gabon, qui est une des plus belles courses de côte que je puis faire, quoi. Bah, et puis franchement, oui, c'est clair, c'est clairement une des plus belles en France, le tracé ultra spectaculaire, ultra rapide. On en parlera tout à l'heure encore à tes côtés, Hervé, justement, parce que t'es revenu à plusieurs reprises à Viafan avec notamment de belles performances récemment. Je continue un petit peu chronologiquement, on va aller jusqu'en 2007. Puisqu'en 2007, c'est toi, Cagno, qui démarre en compétition automobile. Alors, explique-nous un petit peu déjà dans quelles circonstances toi tu es lié au sport automobile. Raconte-nous un petit peu pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. En fait, disons, moi, j'ai toujours eu la passion donc, du sport automobile depuis tout petit. Bon, mon père, il courait donc, dans sa jeunesse, il a couru en course de côte. Donc, moi, depuis tout petit, j'étais mordu de course. Mais malheureusement, je n'ai pas pu commencer avant parce que les aléas de la vie, bon, le boulot et tout ça. Et puis en 2007, j'ai eu l'occasion de racheter une Clio Williams, ce groupe N. Et là, je me suis dit, bon, on va se lancer. Donc, j'ai commencé avec cette Clio Williams en slalom au nord de Luxembourg, mais je n'ai pas terminé parce que j'ai cassé la boîte. C'est un peu le talon d'Achille, hein, de ces Clio Williams en groupe N. La boîte était très fragile. Et du coup, bon, après, bon, j'ai réparé. J'ai fait deux courses de côte, deux ou trois courses de côte avec. J'ai fait un peu de circuit. Et après, j'ai revendu la voiture et entre-temps, j'ai remonté la 127. Et j'ai vraiment commencé après en 2009 à courir plus fréquemment, on va dire, avec Ouais. la 127. Et Donc, là, ça a commencé avec la Clio Williams, mais bon, la Clio Williams, c'était quelques courses seulement. Après, je l'ai revendue. ouais, c'était la voiture qui t'a mis le pied à l'étrier, mais c'était pas avec celle-là que tu as vraiment démarré Bah, officiellement. c'était une chouette voiture, hein, je veux dire, elle marchait vraiment bien. Après, voilà, j'avais pas d'expérience des circuits, enfin, je connaissais pas les montées, je connaissais pas un peu tout ce qui allait avec, quoi. C'est vraiment la découverte, parce que je suis arrivé, je connaissais personne, je suis arrivé tout seul, sans, sans aucun moyen, pas de tente, rien, vraiment à l'arrache, comme on dit, hein. Donc, voilà, oui, ça a commencé par là, et puis, au fur et à mesure des années, voilà, on a évolué, quoi. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est déjà un bon démarrage. Après, c'était quoi ton programme à ce moment-là? Tu parles de 2009 justement, 2009 où tu lances ta première vraie saison. Tu faisais combien de courses à peu près à ce moment-là? Bah, disons que c'était plus un challenge pour moi de préparer donc, cette Fiat 127 que vraiment de faire un championnat complet. Donc, je me suis dit, bah, j'ai racheté cette 127, c'est une ancienne Laber Cup. C'est une voiture qui met la Laber Cup, mais qui était dans un état pitoyable. Je me souviens, je l'avais payé 2500 euros la voiture. Je Ah n'oublierai oui, jamais. Ouais. pour une Mais bon, Bercup, ouais, ça va. elle en valait pas plus, ça, crois-moi. Et du coup, oui, voilà, 2009, bon, j'ai fait pas toute la saison, j'ai fait 5-6 courses. Et au fur et à mesure des courses, je l'ai fait évoluer. Et je n'oublierai jamais la première course que j'ai fait avec, c'était à la Lorenzweiler. Les premiers mètres, donc je suis arrivé en haut. Je me suis dit, avec cette voiture-là, j'y arriverai jamais parce qu'elle faisait des écarts de trajectoire de 1,50 m, 2 mètres. Il y Ah avait ouais. des variations il y avait des variations de parallélisme affreux. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi cette voiture? Et puis, au fur et à mesure, on a bossé dessus, on a corrigé, on a beaucoup appris d'ailleurs cette voiture-là. Je dois dire que c'était vraiment une voiture école pour moi, aussi bien au niveau pilotage qu'au niveau préparation. Parce que oui, on faisait des voitures de route, j'avais l'expérience des voitures de route, mais en course, j'avais aucune expérience. Donc, j'ai découvert, bon, après, grâce à des gens du milieu et tout ça, donc ça m'a permis aussi un peu d'évoluer techniquement aussi, hein. Bah bien sûr, ouais, non, mais c'est normal. On rappellera que t'es garagiste du coup hein, de Oui, métier, donc que ça aide oui, beaucoup. oui, bien, Ouais, exactement. forcément, forcément. Donc, le temps de tout mêler, voilà, d'en apprendre davantage sur le sport auto et de compléter avec tes compétences professionnelles. Forcément, ça t'a permis de faire évoluer tout ça. Alors, je reste en 2007 parce qu'en 2007, Jérémy, c'est pas la période à laquelle toi, tu as démarré le sport automobile. Par contre, j'ai appris que tu avais participé à Rallye Jeune. Explique-nous. Ouais, exactement. Alors, j'avais déjà participé en 2006, mais j'avais pas été qualifié. Et en 2007, avec un ami, on a décidé d'aller faire des qualifications pour Rallye Jeune. C'était à Grenoble. Et puis, on fait les qualifications, c'était en karting électrique. À l'époque, c'était pour promouvoir l'électrique, etc. Et il fallait être dans les 3% pour pouvoir être qualifié pour la suite de l'épreuve, quoi.
Et puis j'étais troisième ou quatrième, je sais plus exactement, mais j'étais dans les premières à être passé et je me suis dit c'est bon, c'est mort. Et je rentre à la maison. Et avec mon pote, lui, il n'avait pas été qualifié. Et j'arrive à la maison et on avait la liste sur Internet des qualifiés. Et ben, j'étais sixième. On était 200, du coup j'étais dans les 3%. Pas mal. Mais vu que je suis pas resté, je suis pas été qualifié et c'est le septième qui a pris ma place. D'accord, ok. Alors j'ai été vraiment dégoûté. Et ben mes parents, j'en avais un peu parlé à mes parents et mes parents m'ont dit mais il n'y a pas encore une épreuve de qualification ailleurs en France. Et j'ai dit bon, je vais regarder. Et il y avait le Touquet. Bon, puis chez moi le Touquet c'est pas à côté. Hein. Mais Et personne en France, c'est le Touquet est à côté, hein, je te rassure. voilà exactement. C'est à l'autre bout de la planète. Hein, Et c'était en même temps que le rallye du Touquet à l'époque. Et puis ben, je suis monté au Touquet. Je me suis réinscrit, j'ai fait la qualif et là j'ai fini troisième. Et donc je me suis qualifié pour la finale. celle qui était à Dreux, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, à Ouais. Dreux, c'était début 2008. J'ai eu l'occasion de monter avec Sébastien Ogier à l'époque, quand il avait gagné le championnat de France en mini-groupa avec la 206 mini-groupa justement. Et puis c'était une belle expérience. Et puis j'ai fini neuvième. Et puis il fallait finir dans les 8 premiers pour passer au jour suivant. Et j'ai fini neuvième à 3 millièmes. Donc, Bon, on va dire que c'est déjà une belle perf d'y avoir été et d'avoir réussi à se qualifier 2 fois, du coup, au final. Hein, voilà, exactement. Donc, ouais, on n'était plus que 40. Au début, on était 3000, je crois, aux qualifications. Il y a plus de 3000, 3500 personnes qui se qualifiaient. Et à la fin, on n'était que 45 en finale. Et finir 9e, c'était une belle performance. J'étais vraiment content de moi. Et du coup, j'ai gagné un stage de pilotage en formule. D'ailleurs, c'est là que je suis monté pour la première fois de ma vie dans une monoplace, au circuit du Mans, avec l'Autosport Academy et tout ça. Où il y a eu Bourdet et compagnie. Ouais, bien sûr, la vraie école, en tout cas, mise Voilà. en place par la Fédé. Donc, ouais, c'est une belle expérience. Et j'ai appris aussi autre chose, Jérémy, justement, sur cette période-là, parce que tu as démarré par le modélisme, c'est ça? Ouais, exactement. Après, Allez, parle-nous un petit peu, ouais. Je faisais ça quand j'avais 8 ans. Mon père, il avait un magasin de modélisme à l'époque, donc ça date très très loin en arrière. Et j'ai eu un petit coup de fou, j'ai voulu reprendre en 2000, je crois que c'était 2009 que j'ai repris. Et on a participé à un championnat suisse de modélisme, taille 1/10. Et après, je suis passé en 1/8, donc un peu la catégorie reine du modélisme piste. Et on a fait championnat d'Europe, on a fait plein de choses. Et on faisait ça avec ma femme. Donc, c'était ma mécano, elle me mettait le plein, elle me changeait les pneus pendant les courses et tout ça, on a fait ça ensemble. C'était une belle expérience et puis on a passé des bons moments. Puis en 2012, je suis parti après dans le vrai. T'es rentré dans l'auto, quoi. T'as arrêté d'être Voilà, automobile. T'es j'en rentré avais dans marre d'être dehors. C'est ça. On en reparlera tout à l'heure, Jérémy, bien évidemment. Tu parlais de l'année 2009. Et en 2009, justement, Hervé, toi, tu étais présent notamment sur les manches françaises du championnat de France de la montagne avec de belles performances. Tu peux nous parler un petit peu de cette période-là? Alors oui, bon, c'est clair qu'en 2007, moi, j'avais décidé de vendre la Saxo et de passer ça m'intéressait, la Clio Cup. C'était vraiment un cran au-dessus, une vraie auto de course avec une boîte séquentielle et tout. Et du coup, j'en ai cherché une. Je l'ai trouvée. Bon, après, je l'ai pas payé cher, mais il y avait tout qui était. J'ai tout dû réaliser. Moi, je suis quelqu'un de très méticuleux. Et du coup, j'ai fait quelques courses en 2008. 3 courses, enfin, des courses en Suisse, et puis 3 courses du championnat de France en groupe A, parce qu'elle était vraiment en configuration Cup. Et puis ensuite, en 2009, je suis inscrit au Challenge Open. Donc là, je l'ai remporté. Ou je sais plus, non, je l'ai remporté ou deuxième, je sais plus. Alors, selon les stats que j'ai pu récupérer, tu l'as remporté en 2009 et tu as terminé Voilà. deuxième en 2010. Et voilà, c'est juste. Voilà. Et donc, en 2009, c'est vrai que j'ai fait quasi toutes les courses en France, en plus ski en Suisse. Donc, après, c'est clair que j'ai jamais été dans l'Ouest. Hein, les Trolls de l'Ouest, c'est des déplacements lointains, quoi. C'est comme le Touquet, pour nous, c'est trop loin. Non, je ne sais pas, les courses sont intéressantes, mais après, voilà, il y a des déplacements. Bien sûr. Moi, je salue les gens de l'Ouest et les gens du Touquet qui nous regardent. J'ai rien contre vous. C'est juste vous habitez très très loin, c'est tout. Pardon, excuse-moi Hervé, je t'ai coupé. Non, alors voilà, donc du coup, puis même de toute façon, on faisait un certain nombre de courses, donc et puis donc ça s'est pas mal passé. Je me souviens au Mont d'Or, il y avait pas mal de monde. Il y avait aussi des Européens en groupe A 2 litres.
Et puis là, j'avais fait troisième sur, on était 25 amplis Clio, il y avait des Alpha 147 Cup aussi. Donc, c'était une belle perf. Et puis, du coup, en fin de saison, j'ai gagné ce challenge. En 2010, j'ai remis le couvert. J'ai dû faire quelques courses de moi, mais ouais, à peu près similaires 2010, quoi. Donc voilà, ensuite, j'ai pas continué parce qu'en fait, moi, je me suis dit, je voulais évoluer la voiture. En 2011, pour 2011, j'avais décidé de l'évoluer, quoi, parce que ça me titillait de faire quelque chose sur cette Clio. Et puis je me suis dit, tiens, comme en Suisse, on a le groupe E1 qui est le groupe E1, il est très libéral. Mais avec une Cup en E1, on était, je veux dire, à l'époque, on arrivait à faire dans les 3-4 premiers sur chaque fois une vingtaine de voitures. Mais après, le poids commençait à s'élever, donc on n'arrivait plus, on rétrogradait. Et puis c'est là que j'ai dit, il faut que j'évolue la voiture. Et après, j'ai dit, mais je ne pourrais plus aller rouler en France. Et puis après, je me suis dit, mais si je la passe en F2000, ce sera peut-être une solution, quoi. J'ai fait ça pour 2011, mais j'ai dû faire 2 courses en France en F2000. Et puis c'est vrai que la Cup, en groupe A, elle est à 930 kg, en F2000, je devais faire 960. Puis c'est vrai qu'une Cup, c'était déjà, je trouve très efficace. Et là, de l'avoir évolué, j'avais pas peut-être fait tout juste. Il fallait aussi que je la reprenne un peu en main parce que j'avais mis un temps plus court et là, c'était pas pareil, quoi. Et du coup, j'allais pas plus vite. Et puis j'étais un peu frustré, déçu. Et puis du coup, j'ai dit, j'abandonne ce F2000. Maintenant, une voiture, là, je peux gagner du poids, faut que je l'allège. Et puis, tant pis, j'irai rouler sur les courses en France où on accepte. Et puis, c'est vrai qu'on arrive à rouler, je veux dire, les courses limitrophes, on est quand même, on arrive à faire 4 ou 5 courses. Donc, je dis, ça peut aller comme ça. Le reste, je suivrai entre les courses en Suisse, slalom, ça va me faire des saisons de 10-12 courses, voire plus. Donc, ça restait bien. Et voilà, donc ça c'était la période. Depuis 2011, en fait, j'ai que évolué la voiture d'année en année. Et au début, c'était plus difficile, mais c'est vrai que gentiment, les chronos ont commencé à descendre. Et puis voilà. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et puis oui, effectivement, le passage à la E1, ça te permet voilà, de temps en temps de venir nous voir hein, sur les courses comme tu le dis, pardon, limitrophes. Bon, cette voiture, toi, tu l'as toujours finalement. Hein, c'est toujours la même auto que tu as depuis quelques années, ou du moins, tu es resté fidèle à celle-ci. Oui, tout à fait. C'est clair qu'à un moment donné, j'optais, je me suis dit, ouais, je vais prendre plus gros, une Seat Leon, une Pierre Copa. Puis après, c'est vrai que cette voiture, à force de l'évoluer, on est quand même déçus dedans. Puis on voit que d'un coup, on fait une évolution et puis les chronos, ils descendent, quoi. Et puis, c'est vrai que j'ai fait le moteur, je fais tout moi-même sur la voiture. Hein, donc, le moteur, j'ai commencé à l'évoluer en 2011. Après, en 2014, il y a eu une évolution et la dernière que j'ai faite, c'était en 2017. Et c'est vrai que quand je me dis par rapport aux autres, je sais que j'ai encore ça à gagner, il y a un peu de poids à gagner. Et puis maintenant, dès que j'ai fait l'évolution en 2017, les chronos ils sont redescendus et donc ça remotive. Après, c'est vrai que nous, on est dans une classe très très fournie. Le E1, 1602 litres, c'est chaque fois au minimum 20 voitures, même parfois quand je vais au Boralo, là, aux confins de la Suisse et de l'Allemagne, avec les Allemands, on a été jusqu'à 48 dans la classe. Donc c'est génial, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, je peux encore faire des choses. J'ai regardé les autres auteurs. C'est vrai qu'en 2017, ça a franchi une étape pourtant, avec les auteurs. Et puis maintenant, je suis toujours très motivé à rouler avec cette voiture. Elle est quand même performante. Et je me dis, mais est-ce qu'un jour je vais passer à autre chose? Mais bon, tant que je suis motivé à rouler avec et puis que j'ai du plaisir, je me dis, c'est un peu sentimental cette voiture. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Et puis on imagine après, voilà, avec tout le temps que tu as passé, toutes les évolutions normales, quoi, hein, que cette voiture, elle compte pour toi. Alors justement, un petit peu dans le dans le même sujet, mais complètement à l'opposé. Canio, toi par exemple, c'est vrai qu'on t'a vu avec pas mal d'autos différentes. Parle-nous un petit peu des voitures que tu as eues là justement dans le courant des années 2010. Donc j'ai eu la 127 que j'ai toujours, hein, j'ai toujours dans ma possession. Donc j'ai roulé jusqu'en 2014, voire 2015 avec la 127. Après en 2015, 127, c'est un projet un peu,
qu'on va dire, un peu particulier parce qu'on a vraiment poussé jusqu'aux limites de la voiture, tout ce qu'on pouvait. Donc, j'ai eu souvent des petits problèmes techniques. Mais à la fin 2015, le moteur, il tenait plus. Parce qu'on était arrivé quand même du 1400, donc du bloc Fiat, on arrivait à la dernière évolution avec 8 injecteurs, on était à 211 chevaux pour même pas un 1400. Donc le moteur, il tenait plus. Donc je me suis dit, bon, si on veut gagner quelque chose, des titres, il faut passer à autre chose. Parce qu'après, voilà, ça reste comme une petite voiture, ça reste comme une 127. Ça a quand même ses limites. Donc j'ai fait l'acquisition de la Scirocco ex-Paulich en 2015, quoi. Puis 2016, j'ai roulé avec la Scirocco avec un moteur 1600. En 2017, toujours la Scirocco avec un moteur 2 litres culasse Yabusa. Et 2018-2019 avec la BMW ex-Weidinger. Ouais, donc t'es monté en puissance, hein? T'es monté en Bah, puissance. oui, après la BMW, c'était un pari hein, parce que c'est une voiture qui était donc dans les maths Weidinger, elle était imbattable. Puis c'est Burki qui l'a acheté en Suisse et lui, bon, il a eu du mal. Et pour moi, donc, tout le monde avait peur de cette voiture. Tout le monde disait, ouais, cette voiture-là, il n'y a que Weidinger qui sait la piloter. Ici, là, bon, il y avait. Et moi, du coup, ça m'a intéressé. C'était un nouveau challenge pour moi. Donc, je me suis lancé donc, dans l'acquisition de cette BMW. Mais c'est sûr que ça a été très compliqué hein, au début, hein, parce que on était loin des chronos de la Scirocco. C'était un avion, hein, et on ne va pas se le cacher. Hein. Bien sûr. Mais j'avais entrevu le potentiel de la voiture. Hein, mais donc, après, on a compris les problèmes où ils étaient et on a résolu. Et déjà, fin 2018, la voiture allait déjà très, très bien. Bon, aussi, après, il y a eu la prise en main parce que passer d'une traction à une propulsion, bon, il faut s'y faire aussi. Hein, mais ce qui m'a posé le plus problème, c'était l'approvisionnement des pneus. En fait, on n'arrivait pas à avoir les bons pneus. Et dès que j'ai eu les pneus et les bons réglages suspension, ça a changé directement. Hein, Ah oui, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. La donc, distribution et tout, ça devait n'avoir plus rien à voir avec toutes les bonnes données, quoi, en tout cas. bah oui, bah après c'était frustrant parce que tu sais, tu sais que tu as une voiture qui a un potentiel énorme et tu sais que c'est une voiture qui a fait des chronos incroyables et que toi tu es là et j'étais presque à 2 secondes, 1 seconde et demie au kilomètre des chronos avec la Scirocco, quoi. Donc, tu sais, il va arriver un moment où tu commences aussi à te poser des questions et tout ça. Donc après les gens ils disent oui, mais pourquoi tu as vendu? Pourquoi ici? Tu sais comment, quand ça fonctionne pas, il y a tout le monde qui est là pour te tomber dessus. Hein. C'est C'est sûr, facile c'est hein, sûr. de critiquer, c'est toujours facile. Mais moi, j'ai jamais perdu confiance, tu vois. Donc après, c'est mon tempérament, aller de l'avant et justement parce que ça me motivait en fait de pouvoir essayer de travailler avec un produit différent et un peu plus compliqué parce que la BMW est beaucoup plus compliquée que la Scirocco, que ma 127. Mais au final, je suis vraiment super heureux, quoi, parce que maintenant, voilà, je me retrouve avec une voiture qui va vraiment bien, une voiture que j'ai bien en main et qui me donne énormément de plaisir. Hein. Quand j'arrive en haut de chaque montée, courte ou longue, j'ai le sourire jusque derrière les oreilles parce que ça me Bien donne sûr. un plaisir de pilotage. Sincèrement, je ne pense pas revenir sur une traction, ça va être compliqué. Hein, parce que le plaisir d'une propulsion, quand tu l'as bien en main, c'est quand même quelque chose. Hein. Eh oui, c'est sûr. Alors justement, j'allais te demander aussi quelle était parmi toutes ces autos, celle qui t'avait finalement le plus marqué. Mais par rapport à ce que tu me dis, maintenant que tu as trouvé la bonne formule avec la BM, j'ai l'impression que Bah, c'est celle-là. non, oui et non, parce qu'après, toutes Ah les ouais, trois m'ont marqué. La 127, bien sûr, ça a été ma première voiture, puis c'est une voiture que j'ai fait vraiment évoluer en tout et pour tout. Puis la Scirocco, c'était la voiture qui m'a fait gagner des titres et qui m'a permis de faire aussi un pas en avant au niveau chrono et ainsi de suite. Après, bon, le moteur de litre, c'était aussi j'étais le premier à monter ce moteur-là. C'est un moteur qui venait de chez Minichberger. Lui, il n'était pas trop convaincu du moteur à la base. Et en fait, quand moi j'ai vu la courbe de puissance et de couple, je me suis dit, écoute, pour moi, c'est bon, je le prends. Lui, il voulait le mettre en autocross, le moteur. Donc, je me suis dit, non, moi, je le prends, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Et en final, maintenant, tous ces moteurs qu'il fait, il les fait pratiquement tous avec cette culasse-là. Donc, tu vois, chaque voiture a eu son rôle hein, bien important. sûr. Hein, et j'en garde un souvenir, même de la Scirocco. Quelque part, bon, je l'ai revendue, je regrette un peu, mais après, on ne peut pas toutes les garder, hein, parce Eh qu'après, oui, voilà, c'est ça sûr. représente. Le garage n'est pas extensible, hein. Faut pouvoir Bah oui, et le compte en banque non plus. Hein. Eh non, voilà, c'est ça. C'est Surtout. ça. Hein, donc, C'est ça. C'est ça. Faut faire de la du coup, place. voilà, chaque voiture m'a marqué. Après, je dois dire que je peux pas dire que je préfère une plus que l'autre. Hein. Après, c'est sûr que une que je vendrai, je pense jamais, ce sera la 127.
Parce que c'est là, je pense que Sentimental peut-être aussi, ouais. oui, surtout, oui, oui. Donc, la 127, ce sera une des voitures que je vais garder probablement à vie si je peux, quoi. Bien sûr, bah, on peut le comprendre un petit peu, le même sentiment d'appartenance que la Clio pour Hervé. Alors, même si c'est deux produits complètement différents, effectivement, on peut le comprendre. Alors, juste, on va revenir un tout petit peu en arrière et en 2012 notamment, parce que Jérémy, on en parlait tout à l'heure, c'est le moment où tu as vraiment démarré ta carrière en sport automobile. Parle-nous un petit peu de ces débuts et parle-nous bah, justement de la voiture avec laquelle tu as démarré, justement. Alors, j'ai commencé en slalom en 2012. C'est parti sur un peu une idée, comment dire. En fait, j'avais une Golf 2 G60 que je roulais tous les jours sur la route et j'ai cassé le moteur dans les rangiers. Parce que je travaille de l'autre côté des rangiers, j'habite de l'autre côté. Donc, je rentrais par les rangiers et j'ai cassé le moteur. Et avec un ami, on a décidé de refaire le moteur. Puis, on a mis un peu des pistons forgés, un peu magouillés, manigancé tout ça. Et pour tester la voiture, je me suis dit, bah, tiens, on va faire un slalom comme ça. Je vais tester la voiture en course, c'est l'occasion de faire une course. Puis, ben, on a réparé ce moteur, on l'a réglé, etc. La G60, elle sortait de 130 chevaux, un truc comme ça. Et puis bon, on s'est inscrit au slalom de Bure. Et j'ai participé en pneu de série, donc 230 chevaux pneu de série, plus jamais je le ferai. Sans arceau, sans rien, donc un casque, et puis en voiture, quoi. Et puis ça s'est bien passé. Et puis c'est vrai qu'en rentrant le soir de la course et tout, je me suis dit, mais c'est quand même pas si mal, quoi. Et à l'époque, je faisais beaucoup de motos sur la route. J'ai dit à ma femme, ben, écoute, je vends la moto, je vais trouver une autre voiture, puis je vais commencer le slalom. Toujours en local, donc pas de licence, hein. On était toute une équipe de copains à faire ça. Et j'ai trouvé une Golf 2. Puis depuis 2013 et 2014, je roulais avec cette Golf 2. J'avais mis un arceau, j'avais vidé l'intérieur, mis un siège baquet, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai commencé en 2013. Puis nous, on roulait le samedi. Et le dimanche, ben, on voyait les licenciés, dont Hervé et compagnie, qui arrivaient pour rouler le dimanche avec leurs missiles de guerre, là, toutes préparées, tout en ordre, toutes belles et tout ça. Et moi, ça m'a donné tellement envie que, puis étant carrossier, je me suis dit, bon, je trouve une voiture, une coque, et puis je me lance. Et mon père, à l'époque, il avait roulé avec une Golf 1 dans les années 2000. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je voulais depuis tout gosse, quoi. J'adorais ces voitures. Et j'ai retrouvé une épave. Je l'ai payé 150 balles, la voiture. Donc, Ah pour ouais, dire qu'elle était épave. Ouais, elle était, bon, l'affaire, c'est la bonne ouais. affaire, ça. C'était même pas une GTI, c'était une vieille coque. J'ai tout désossé, tout poncé, tout repeint, tout retapé. Et on y a mis un 2 litres 16 soupapes. Donc, je roulais avec Hervé à l'époque. Puis, j'ai commencé j'ai fait ma première course avec cette voiture. Donc, je l'ai préparée depuis 2014. Non, pardon, 2013 et jusqu'en 2015. Et j'ai fait ma première course en 2015 à Brechwiller. Donc, dans le championnat luxembourgeois. Et puis, la voiture, elle avait fait 500 mètres de test. J'avais tourné autour du garage pour voir si les vitesses passaient et on a fait tout bon pour régler le moteur et c'est tout. Et arrivé à Brechwiller, je teste la voiture le samedi, il pleuvait. Premièrement, je suis en voiture, jamais roulé, il pleut. Puis c'était pas trop mal, je trouvais que la voiture était pas si mal. Et dimanche soir, j'avais gagné. J'ai gagné la classe 1, donc j'étais plutôt content. Je me disais, voilà, Ouais. première fois, t'arrives, tu gagnes, c'est faut pas faire mieux, quoi. Bon, je sais qu'à l'époque, ben, c'était contre, je crois qu'il y avait Gagnon déjà avec la Sirocco. C'était Non, aussi non, 2015. Non, t'avais non, la non, 127. 127. Ouais. Ouais, exact. Et puis, ben, il y avait Fabien Ullmann avec la 205. Et lui, il avait des soucis mécaniques, c'est aussi pour ça que j'ai gagné, on peut le dire. Ouais, mais bon, encore fallait-il être là. Ça devait être une belle récompense, justement, après avoir préparé cette auto. Tu vas la garder quelques temps, cette Golf, hein, jusqu'en 2018, si je dis pas de bêtises. Non, 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 non. 2000, malheureusement, ben, moi, j'avais roulé en 2015, j'avais fait une dizaine de courses avec. Et 2016, j'avais mis une boîte séquentielle dedans. On avait commencé à l'évolution qui était prévue auparavant et commence à être vraiment pas mal. Et à Anvers, j'ai fait une sortie de route avec cette voiture. J'ai un cardan qui a cassé dans une partie rapide et j'ai fait un ou deux tonneaux et la voiture était foutue, quoi. Donc Ok, ok, ok. c'est à ce moment-là, en descendant de la voiture, le soir même, que j'ai décidé d'acheter le tracking pour 2017.
mais il fallait encore vendre ce que je pouvais revendre de la voiture qui était encore Eh oui, bon bien sûr, bien sûr. et assembler la certaine somme que ça peut coûter pour pouvoir m'offrir ça. Et en 2017, je suis revenu avec le track. Bon, on en reparlera tout à l'heure justement de ce choix du tracking. Alors, je voudrais m'adresser à toi, Hervé, justement, parce que bon là, effectivement, on est dans le cadre d'une émission de course de côte, donc on parle de course de côte. Mais c'est vrai que tu t'es justement laissé tenter par d'autres disciplines ces dernières années. On t'a vu en rallye, on t'a vu en circuit notamment. C'est important pour toi justement d'aller voir d'autres choses. Alors oui, bon, du circuit, c'est vrai que j'ai toujours fait pour tester les voitures en début de saison des sorties circuit, des track days, quoi. Mais en 2015, avec un copain, enfin, deux copains, on s'est dit bah, pourquoi pas une fois faire une course du TTE quoi, à 4 heures. Et on a fait Spa et Dijon. Bon, à Spa, c'était vraiment pas terrible. Il pleuvait, il y avait même le matin au calife, après le Rédillon, il neigeait tout ce que ça pouvait. Il fallait regarder vraiment à gauche, à droite, dans le rétro central parce qu'il y avait des Porsche Cup qui arrivait vraiment plus vite derrière. Et là-bas, c'est la ligne droite, donc il fallait vraiment être bien concentré. Et bon, c'était une chouette expérience. Dommage que le temps il était un peu pourri. Là, on n'avait pas fini parce que le copain qui était au volant s'est accroché avec une autre voiture. Ensuite, au mois de juillet, on avait fait, Spa, c'était au mois d'avril, il faisait très très froid. Et Dijon, au mois de juillet, c'était la canicule. Je pense qu'il faisait 50 degrés dans les voitures. Et puis là, on a fini la course, ça s'est pas trop mal passé. Moi, je sais que j'avais fait le dernier relais, j'ai roulé une heure à suivre, ça je m'en souviendrai toujours, parce que quand je suis passé la ligne d'arrivée, que j'ai relâché la pression, je suis sorti, je suis quasiment tombé de la voiture, hein, parce qu'il faisait tellement chaud, et puis une fois que la pression elle est partie, je pense que j'étais déshydraté une heure sans boire, et je dirais que l'adrénaline, ça passe, mais dès qu'on relâche la pression, voilà, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas évident. complètement raide, quoi. Mais bon, vu les températures, c'était compréhensible. Enfin voilà, bon, c'était une expérience de faire un peu de circuit. Mais ça fait depuis toujours que je suis passionné de sport auto, que j'avais envie de faire un rallye. De tout temps, j'ai été voir des rallyes et tout, puis j'ai dit un jour, il faut que je le fasse, quoi. Puis bon, c'est vrai que c'est comme des budgets. Donc là, j'ai dit, il faut que je regarde avec une bonne auto. Enfin, à la base, c'était quand même un challenge avec un ami qui est on est de la même écurie, du Racing Team. Et on s'est dit, mais après le rallye du Valais qu'on avait été voir en 2017, on s'est dit, mais faut qu'on fasse un rallye l'an prochain. Et puis l'idée, c'était de se trouver chacun la même voiture. Puis c'est vrai que on a demandé des devis à gauche à droite, et puis il y avait quand même pas mal de préparateurs qui ne nous plaisaient pas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des voitures en bonnette, enfin des voitures Propre et bien entretenu, bien voilà. préparé, quoi. Ouais. J'ai pas envie de faire un rallye et puis d'être au rabais et puis de faire 10 kills de spécial et d'abandonner. Donc on a cherché, et puis on est d'un coup tombé sur un préparateur de l'autre côté de la frontière suisse, là, vers Thonon, qui avait deux C2R2 Max. Et puis bon, on était le voir, on a discuté une demi-journée avec lui. Puis c'est vrai que le courant a passé. Puis le gars, il avait déjà beaucoup de demandes de location parce que c'est un gars sérieux. Et puis il a accepté en fait. Pour lui, il m'a dit j'accepte le truc parce que j'ai deux voitures et puis vous êtes deux potes. Ça marche pour moi, quoi. Donc du coup, on a débuté le pote et moi en 2018 au rallye du Chablais. Donc ça fait vraiment bizarre de se dire ça y est, cette fois j'y suis. Donc bon, ça change quand même. Là, ça me monte la côte. C'est vrai que c'est au niveau des notes. Hein, il faut créer un système. Hein. Moi, j'ai essayé de mettre un système simple, voilà, qui parle surtout. Et puis bon, départ de la première spéciale, là, 15 km, c'est un col, la route elle est assez dégueulasse, surtout en descente, ça saute beaucoup. Donc, moi j'ai dit on y va crescendo parce que je savais que certains pilotes de côte qui sont lancés en rallye, qui faisaient 2 km, après ils étaient dehors, quoi. Donc moi je me suis dit, mais j'ai peut-être l'épée de Damoclès qui me passe sur la tête à cause que je voudrais aller trop vite. Puis en fait, non, on a bien géré avec ma copilote. Les spéciales, on les prenait les unes après les autres. On grappillait même des places. Et puis, première journée, quand tu finis ta première journée, tu dis, ça, c'est déjà quelque chose. Après, le deuxième jour, la journée du samedi, il y avait aussi, c'est vrai que le rallye du Chablais, c'est quand même un rallye difficile, c'est un rallye de montagne. Il y a des portions où les routes sont très dégradées, donc peu de grippe. Et puis, en cas de sortie, c'est pas dans un champ, hein, c'est tout de suite des ravins, des talus. Oui, c'est pas anodin, ouais, pas anodin. Ouais.
il n'y a pas d'échappatoire. Donc, du coup, ben voilà, on a entamé la journée du samedi, on allait aussi crescendo, on a grappillé quelques places, puis on a fini le rallye. Donc, c'était une victoire pour moi de finir, zéro crevaison, vraiment aucun souci. La voiture était impeccable, donc un génial souvenir. Et du coup, après, bon, j'ai continué les côtes avec la Clio. Et puis du coup, en 2019, le copain, il a pas redécouvert, mais moi, j'ai refait le Chablais, quoi. C'est un rallye que je commence à connaître, il est tout près de la maison. Et puis j'ai loué la même voiture et ça s'est de nouveau bien passé. J'ai gagné déjà là. Bon, la connaissance du parcours, les spéciales, on peut changer par rapport à 2018, mais j'étais avec les mêmes conditions, on a eu les mêmes conditions. J'ai gagné une seconde au kill. Le rallye fait 180 kills de chrono, donc 3 minutes d'améliorer. Donc voilà, après, pour moi, c'était devenu évident, enfin, on dire, de chaque année faire ce rallye du Chablais. Cette année, ça aurait été de même. Voilà, maintenant, il y a tout qui s'est annulé, donc on Bien mettra sûr, ça. bien sûr. Ouais. Ça attendra un petit peu, mais en tout cas, voilà, ça a fait de toi un néo-rallyman, en tout cas, converti. Cagno, toi aussi, tu es, un pilote assez éclectique, on va dire, parce que tu es, allé faire un petit peu d'ambulance également, hein, en parallèle de la côte. Oui, disons que moi j'ai fait aussi un peu de circuit. Donc rallye jamais parce que déjà bon, j'ai pas de monture pour en faire et puis j'ai jamais eu l'occasion. Bon, peut-être qu'un jour j'essaierai, mais du circuit j'en ai fait. J'ai fait quelques courses, donc à part les track day, mais j'ai fait vraiment des courses. J'ai fait des courses d'endurance. J'ai fait Spa, j'ai fait Zolder, Dijon. J'ai roulé aussi un peu en historique avec ma 2002 Ti. J'ai fait quelques courses en historique aussi. J'ai fait deux courses en Italie aussi, Coupe d'Italie de circuit avec une Alfa 147 que j'avais, que j'ai revendue d'ailleurs. Et bon, le karting, quoi. Hein. Le karting, disons, c'est un peu une passion aussi. Et quelque part, c'est bien parce que c'est pratique. On charge dans la camionnette, c'est à une demi-heure, je vais rouler, je rentre. Je me suis bien amusé, je me suis bien éclaté. J'ai fait aussi quelques courses et j'ai fait aussi quelques, deux, trois championnats hein, quand même déjà. Donc, après le karting, pour moi, voilà, comment dire, c'est un entraînement parce qu'à 45 ans, tu roules contre des jeunes de 16, 17 ans. Bien sûr. Forcément, t'as pas de chance. Mais bon, après, voilà, je me défends, quoi. Et puis ça me plaît, en fait, ça me plaît. C'est une bonne, C'est amusant. c'est une bonne solution voilà, pour pratiquer à moindre frais entre les courses, qui plus est, quoi, hein, pour le coup. Disons que l'école, c'est la meilleure école, hein, le karting, parce qu'après, voilà, il faut être combatif, il faut être agressif et propre en même temps. Et donc, ça correspond un peu aussi au pilotage de la côte. Donc, il faut être quand même en côte, il faut être directement dedans, agressif et rester propre. Et le karting, c'est vraiment une bonne école pour nous je pense, pour nous les montagnards, quoi. Après, pour le circuit, si tu vas bien, moi, je vais souvent m'entraîner à Lunato pendant l'hiver. J'ai déjà croisé trois quarts des pilotes de Formule 1 là-bas. Hein. Ils sont tous là-bas l'hiver en train de se préparer. Ils sont tous en karting. Hein. Donc, quand tu les vois rouler, tu te dis que tu es là sur la piste avec eux et que tu les as devant toi et que ils ne sont pas toujours forcément beaucoup plus rapides, ça te fait plaisir quand même. Tu te dis Bah, c'est que clair. c'est quand même sympa. Donc, c'est pour ça que le karting, pour moi, je pense que tant que je pourrais en faire, parce que physiquement, c'est quand même dur hein, pour le dos et tout ça. Et tant que je pourrais en faire, j'en ferai, quoi. Après, bon, la côte, c'est ma plus grande passion, bien sûr. Mais bon, le circuit, c'est bien aussi, comme toutes les façons. Nous, on est des passionnés, Bien sûr. donc je pense que tant qu'on peut rouler, on roule, hein, que ce soit en côte, en karting, en circuit, en rallye, peu importe. Tant qu'on est dans un baquet derrière le volant, on est C'est content. sûr. Bah, même en ce moment, je pense que tondeuse à gazon et tout, on prend. Hein. Je pense que on fait pas les difficiles. Hein. Tout type de course, Même on le prend. VTT, hein, moi Ouais, je fais même du VTT pendant l'hiver. d'accord. Hein. Eh oui, Ça, oui, il oui. faut pour faire un peu de vitesse et quelques virages, quoi. C'est ça, exactement. On est d'accord, on est d'accord. Jérémy, je voulais te poser justement une question. Alors, tu parlais du tracking tout à l'heure. Explique-nous dans quelles circonstances, mais d'une part, enfin pas dans quelles circonstances, tu nous l'as expliqué, mais je veux dire pourquoi tu fais le choix de ce tracking d'une part et pourquoi, bien il y a 2 ans, tu as décidé de monter encore d'un step et de passer justement à la Norma 2 litres. Explique-nous un petit peu tout ça. Le tracking, c'était à l'époque d'Abruzzes-Villers, c'était la toute première course que je fais avec la gueule. Je vois pour la première fois un tracking devant moi. Je me dis, mais wow, c'est quoi ce truc? J'en avais jamais vu, je savais même pas que ça existait. Et puis, je suis allé voir de tout près, je me suis dit, mais c'est génial, quoi.
petit châssis tubulaire avec un petit moteur de moto. Je me suis dit, mais ça doit marcher. Et ben, durant ce week-end-là, je l'ai vu tourner, j'ai vu à l'arrivée, à Bridgevillers, on entend bien les moteurs qui gueulent à l'arrivée. Je dis, mais c'est incroyable. Et puis, je me suis toujours dit dans la tête, ben, un jour, si je vends la Golf ou que je change de monture ou comme ça, je vais partir sur un truc comme ça, quoi. Et quand il est arrivé ce qui est arrivé avec la Golf, le soir même, avec mon père, on en a discuté. Et c'était vraiment, déjà, comme si c'était décidé, c'était un peu fou. Parce que ben, tu casses la voiture, tu pars déjà sur une autre voie. Le jour après, j'avais déjà décidé ce que je voulais faire. Et je crois que la semaine qui suivait, j'étais chez donc Bourgeon, aller voir la voiture. Donc c'était cool. Et puis tout s'est goupillé l'un dans l'autre. Et puis ça m'a permis d'acquérir un tracking neuf en début 2017. Et en même temps, je me suis dit, c'est la suite des évolutions, c'est-à-dire c'est un petit propu, moteur de moto, donc pas trop violent, mais qui marche quand même très bien. Et je me suis dit, ça peut être une bonne école pour la suite, quoi. Et puis j'avais jamais roulé de propu, j'étais comme canot avec la BMW. Et quand j'ai monté dedans, la première fois, je me dis, c'est incroyable. C'est juste incroyable, la tenue de route et tout ça, c'était fabuleux. Et depuis là, ben voilà, j'ai continué à faire 2 ans dans le tracking. On a essayé d'évoluer un petit peu la voiture, même si elle est déjà aboutie à 99%. Mais c'était juste une belle expérience de rouler 2 ans avec cette voiture et puis de pouvoir faire des courses avec cette voiture, malgré que dans la catégorie où j'étais, en tant que Suisse, on était très peu, voire pas. Mais comme en slalom suisse, avec cette voiture, je me battais au niveau du scratch dans les 4 premiers. Donc c'était vraiment pas mal. Je me battais avec les formules Renault 1, donc Höxter en Suisse. Rouler en formule Renault, il va très vite. Et on se battait tout le temps, moi, avec le tracking et lui avec la formule Renault. C'était génial, quoi. Ouais. C'est cool. C'est une belle expérience. Et du coup, voilà, t'es passé à la Norma, toi, donc il y a quelques temps de ça. Raconte-nous comment ça s'est fait et pourquoi, justement, t'as pas décidé de poursuivre en tracking, notamment. Bah, ça s'est fait entre 2 saisons. Suite à 2 saisons de tracking, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour un peu évoluer maintenant que je trouvais que ça allait pas trop mal avec le tracking, hein, donc je me suis dit peut-être passer le pas si j'ai l'occasion. Et je regardais des annonces vite fait sur Internet et tout ça, et je vois une Norma à vendre. Et je me suis approché de la personne, et ça a tout de suite collé, parce que lui, il cherchait en l'occurrence un tracking. Voilà. Donc on a fait un petit peu un échange, on a fait un deal entre les deux, et puis c'est là que je me suis retrouvé avec une Norma dans les pattes. J'aurais bien voulu avoir une Norma M20 FC, malgré ça, bon voilà, les tarifs c'est un petit peu trop élevé par rapport à mes budgets. Et puis je me dis en même temps que c'est pas trop mal d'avoir une F parce que ça me permet de l'évoluer. Moi qui suis un bricoleur, qui aime bien travailler sur ma voiture, évoluer les choses. Et ça me laisse vraiment plus d'opportunités d'évoluer ma voiture que sur une FC qui est presque déjà finie, on va dire. Eh oui, bien sûr, avec la coque carbone qui est déjà peut-être à un stade un peu plus évolué, c'est compliqué de travailler dessus, quoi. Voilà, c'est toujours possible, mais c'est toujours aussi des plus gros budgets et puis pas forcément le budget. Donc voilà, quoi. Et puis j'ai pris tout de suite du plaisir avec la Norma, c'était juste incroyable. C'est vraiment encore différent du tracking, c'est plus stable, mais c'est presque plus facile en fait. C'est bizarre, j'arrive pas à définir tout. Le tracking, ça bougeait, le tracking, c'est plus comme un karting, ça bouge beaucoup, c'est très joueur, mais c'est pas traître. Et la Norma, c'est très stable, posé, et ça va faire un peu plus vite, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, forcément, voilà, quand on voit les deux autos, on s'imagine que le comportement est drastiquement différent, effectivement. Je continue un petit peu justement avec vous, messieurs. Canio, je voulais parler de ton palmarès, hein, qui s'est bien enrichi, bien étoffé ces dernières années. Parler de la Sirocco, la BM t'a aussi permis d'aller glaner quelques lignes à ce CV. Tu es devenu 4 fois champion du Luxembourg. Et tu as également notamment remporté avec le Luxembourg les Masters en Nations Cup à Gubbio. Parle-nous un petit peu de tout ça. Ça doit être une expérience de dingue et une satisfaction géniale, quoi. Les titres nationaux, bien sûr, c'est un plaisir. Surtout le premier, je pense que c'est toujours le plus beau, hein.
Mais bon, les autres aussi, hein, c'est sûr que c'est toujours une super belle expérience. Mais bon, les masters à Gubbio, c'était quelque chose vraiment extraordinaire parce que déjà, donc moi à la base, je suis italien, donc déjà c'était en Italie, donc déjà le contexte, c'était magnifique. Puis la côte à Gubbio, la ville, l'ambiance, les supporters, c'était extraordinaire. Hein. C'était vraiment quelque chose, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et après, bon, à la fin, on a eu la belle surprise qu'on gagne la Nation Cup, hein, parce que nous, à la base, on n'était pas là pour ça. Hein. Quand on a vu à la fin qu'on était haut du parcours et tout le monde a commencé à nous féliciter, on s'est regardé avec les autres pilotes luxembourgeois, on s'est dit, c'est pas possible, c'est pas nous, c'est pas possible. Et j'ai mis d'ailleurs, ça m'a pris au moins 2-3 heures hein, dans ma tête pour réaliser vraiment. Je ne revenais pas en redescendant avec la voiture. Je ne savais pas si je devais pleurer, si je devais rigoler. En fait, je ne comprenais pas. Je disais, c'est pas possible que c'est nous qu'on a gagné devant l'Italie en plus. Donc, deuxième, les Italiens, premier, nous. C'est sûr, jusqu'à présent, c'est le plus beau souvenir que j'ai en course. Hein, parce que, à part l'aspect sportif, quand on a fait vraiment une super belle performance, mais après, c'est tout le reste. Quoi. Donc, bien sûr, j'ai avec ma famille qui était là aussi, une partie, certainement des gens de ma famille et tout ça, des amis. Donc, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Hein. Gagner en plus un titre un peu, on va dire, entre guillemets, européen. Bien sûr, bien sûr. Une petite nation comme Luxembourg, on est à tout casser, quoi, 50 ou 100 licenciés, je ne sais pas combien on est, peut-être plus, mais donc voilà, c'était extraordinaire. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis encore une fois, voilà, tu représentes quand même ton pays en sport auto au plus haut niveau, en tout cas en course de côte. Disons, ce C'est qui est mieux. aberrant, c'est que moi, sur les papiers, donc, je suis Oui, italien. Donc, alors t'es pas luxembourgeois, oui, voilà, c'est ça. je suis pas C'est que, luxembourgeois, mais donc, oui. je roule avec l'équipe nationale luxembourgeoise, mais je suis italien et on va gagner les Masters en Italie. Donc, devant Merli, Fagioli et compagnie. Donc, on était tous contents. Hein. Après aussi les autres pilotes et tout. Bon, c'était vraiment chouette. Ouais. Je dois dire que après, je dois remercier aussi un peu tout le team Luxembourg parce qu'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts pour ramener le maximum de pilotes et nous mettre vraiment dans de super bonnes conditions et tout. Donc, c'est vraiment une belle expérience de groupe déjà. Après, personnellement, bien sûr, c'était un plus, mais déjà, parlant du groupe, c'était vraiment magnifique. Bien On sûr, va bien dire, sûr, bien sûr. c'est un super beau souvenir. Ouais. Effectivement, ouais, c'est Masters de Gubbio qui était une réussite. On attendra malheureusement 2021 avant la nouvelle édition Portugal. des Masters au Portugal, effectivement, où on aura peut-être le plaisir de vous y retrouver, messieurs, pourquoi pas. Je vais terminer justement ce petit tour avec toi, Hervé. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que notamment il y a des courses en France qui acceptent le E1, hein, c'est d'ailleurs une très bonne chose. Notamment, tu es venu à Villafan l'an dernier et tu as remporté le E1, hein, c'est ça, Hervé? Ouais, je m'y attendais pas trop parce que c'est vrai qu'il y avait Fabien Houlman, puis c'est vrai que lui, il fait des chronos là-bas que je savais que sur le papier, en plus il faisait très très chaud l'an dernier, donc j'ai dit ouais, bah, je vais faire le mieux que je peux, de toute façon améliorer mes temps, moi je regarde ça, hein. Je prends les chronos de la dernière participation, et puis le but c'est d'aller plus vite, quoi. Pour autant qu'il y ait les mêmes conditions, hein. Et là, l'année passée, ça s'annonçait très chaud. Donc, je me suis dit, on verra. Puis c'est vrai que bon, on était très serré. Hein. Il y avait une équipe de Jurassiens, là, comment il s'appelle Jérémy Valla, avec une super copa. Et puis du coup, au final, à l'addition, je finis, je crois, une seconde devant Jérémy. Fabien était trois. Donc, c'était une belle course, quoi. Enfin, j'adore Vuillafan, donc ça peut se passer bien, quoi. Et la canicule qu'il faisait en plus, donc c'est pas facile pour tout le monde. Et même à la deuxième manche course, je crois, ou la troisième, je sais plus, ou non, je crois la troisième, quand on a longtemps attendu dans la voiture, parce qu'il y avait un arrêt de course, puis il y avait les VHC qui partaient devant nous, et il faisait vraiment chaud, et puis moi j'étais casqué, je dis aïe aïe aïe, j'aime pas ça, parce que cuire dans le top dans ce trou à Villafan, il fait vraiment il fait 37 degrés, je Et crois. oui, 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 Dans là-bas, la, il fait vite chaud, hein. Il fait vite chaud. dans la voiture, ça faisait 45, donc c'était insupportable. Et j'ai dit, bon, va vite, ça repart. Est-ce que je fais quand j'enlève le casque, je l'enlève, je sais pas quoi. Hier, j'ai attendu, et puis voilà, après, j'ai fait ma montée, c'est bien passé. Puis j'arrive en haut, puis on regarde un peu, c'est vrai qu'on était serré. Puis je vois, bah ouais, je suis là, donc c'était cool, quoi. Donc voilà. Et puis on était quand même une bonne équipe.
Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Bah ouais, bien sûr, on l'imagine. Surtout quand c'est pas prévu à la base et que voilà, tu te fights jusqu'au bout et que ça arrive à la fin. Rapidement, messieurs, vos programmes initialement prévus pour 2020, voire pour 2021, du coup, si on peut faire un petit peu le point là-dessus, Hervé, justement, enfin, qu'est-ce qui va se passer pour toi là, du coup, prochainement? Alors cette année, bon, c'est vraiment flou, hein, donc là, moi, j'avais l'idée d'aller rouler sur les courses qui restaient du championnat de France, mais Champs-Rousse, ben, annulé, quoi. Après, il y aurait Turquem. Donc, bon, après, si c'est prendre la licence pour une course, je sais pas, quoi, parce qu'il faut racheter des pneus. Donc, ouais, c'est un petit peu beaucoup investir pour une course. Donc, moi, comme je dis, j'attends. Je pense que j'attendrai la mi-août et puis on verra là d'ici comment c'est. Même nous, on a entre autres, ça me titille de peut-être faire le rallye du Valais cette année, mais encore une fois, il y a encore rien de 100% sûr, quoi. Donc voilà, 2020, c'est vraiment, je prendrai peut-être ce qu'il y a, quoi. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, quoi. Donc voilà, après, bah, 2020, 2021, bah, on va repartir en espérant qu'il y ait toutes les courses. On va repartir, moi je vais dire en côte, je vais de toute façon, normalement, c'est Abrechwiller. Et puis après, ben, vu que cette année, le peu que j'ai eu, ce qu'on n'aura pas roulé, ben, 2021, je vais m'assurer de faire deux rallyes, quoi. Le Critérium jurassien et le rallye du Chablais. Après, ben, les côtes, ben, un peu en France, et puis les trois quarts des côtes du championnat suisse. Et nous, on a aussi un petit championnat local, championnat fribourgeois. Donc, on a deux slaloms qui sont inclus là-dedans. Donc, c'est les deux seuls que je fais, quoi. Donc, mais ça va faire, je pense, avec la Clio, entre 10 et 12 courses. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, quoi. Mais Bon. ça, c'est pour l'an prochain. Donc, cette année, ça semble assez Ouais, foutu. ouais. Dans l'attente, en tout cas. Ouais. Jérémy, toi, du coup, pour 2020, tu me confiais en off que c'était terminé pour toi sur la saison. Tu vas plutôt revenir en 2021, du coup? Ouais, on va utiliser le 2020 justement pour faire perdre du poids à la voiture et puis moi pour essayer de pas trop en prendre. Pour 2021, on va essayer aussi de faire plus de côtes et puis de slalom. Mais vu que j'ai pas roulé en 2020, je vais essayer de faire plus de courses en 2021. C'est dans l'idée. Championnat complet ou pas, je sais pas encore. J'ai encore rien défini, mais il y aura plus de courses que ce que je fais d'habitude, je pense. Bon. On va essayer de faire ça. Ok, bah écoute, on a hâte de te revoir en tout cas et on a hâte de voir ce que ça va donner. Cagno, toi, du coup, ton programme initialement convenu pour 2020, ce que tu as prévu pour 2021, tu nous parlais justement de l'achat d'une nouvelle auto il y a peu de temps. Alors, est-ce qu'on la verra en cote ou pas? On ne sait pas, cette radicale, mais qu'est-ce que tu as prévu, toi? Bah, disons que moi, 2020, j'avais prévu donc de faire le championnat de Luxembourg et de faire quelques manches en championnat européen. Donc, je voulais faire peut-être la Clean Cup ou quelques manches du championnat d'Europe avec ma BM. Vu qu'il y avait le PF qui rentrait en jeu, donc on s'est dit peut-être on serait dans le coup. Donc, on avait prévu donc de faire entre 12 et 15 courses en tout. Mais bon, forcément, tout est tombé à l'eau. Ouais, bon, j'espère quand même rouler une ou deux côtes avec la BM cette année parce qu'on a fait quelques évolutions et je veux quand même les tester en vue de la saison prochaine, quoi. Et donc, mais bon, on verra. Comme je t'ai dit quand on était off, probablement peut-être Turkheim ou quoi, on verra. On verra les conditions si elles sont là. Et oui, bon, la radicale, c'était pas un achat calculé du tout, c'était un hasard. Et vu qu'on roule, qu'il n'y a pas de course, je me suis dit, ben, pourquoi pas, pour aller faire des track day, pour aller voir un peu le pilotage d'un proto de plus près, quoi. Parce que j'avais déjà essayé un proto sur piste, mais quelques tours. J'avais essayé en 2014 une Wolf CN, et puis j'avais essayé l'année passée, début de l'année passée, j'avais essayé la Ozella, la PA, la La 21 GRV, Junior, là, c'est ça, ouais. ouais, l'ex-Merly, là, et bon, j'étais vraiment agréablement surpris, mais là, vraiment, la radicale, c'était vraiment un hasard. Après, la mettre en côte, je pense pas, parce que niveau poids, niveau préparation, elle est vraiment faite pour la piste. Pour la mettre en côte, il faudra enlever du poids, changer les pneus, changer les réglages, la suspension. C'est de l'argent, pas mal d'argent à investir pour, en fin de compte, pas savoir vraiment si on a le coup ou pas. Mais après, ça reste quand même une super voiture. Mais là, la mettre en côte, je pense pas. Dis-moi pas pour l'instant, c'est pas prévu. En fait.
Bah, bien sûr, on imagine. C'est une auto qui n'est pas prévue à cet effet, mais c'était un petit shopping imprévu, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Exactement. Cadeau post-Covid. Voilà, exactement. Exactement. Bon, super les gars, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu de ces questions. Alors, restez à mes côtés parce que vous le savez, dans mon émission, il y a une deuxième étape, c'est le quiz sport automobile, course de côte, que j'ai voulu européaniser, bien évidemment, pour rester dans la thématique de l'émission. Je vous propose de démarrer tout de suite. Hein, celui qui a la bonne réponse se manifeste, bien évidemment. Je vais vous poser cette première question qui concerne justement le championnat d'Europe de la montagne. Est-ce que vous êtes capable, messieurs, de me donner le nombre de manches qui étaient initialement prévues sur le championnat d'Europe de la montagne 2020 ? 12. Ouais, exactement. Bonne réponse d'Hervé. Je pense que tout le monde l'avait. Elle était facile. Elle n'était pas dure. Alors, je les ai pas toutes notées, mais bon, on les connaît. Elles sont retrouvables un petit peu partout. Un point pour toi, Hervé, du coup. Deuxième question. On va parler de Masters cette fois. En 2014, eh bien, la première édition des Masters s'était déroulée au Luxembourg, à Eschdorf. Qui l'avait remporté cette édition ? Les Italiens. Alors, je parle pas de la Nations Cup. Hein, je parle en pilote, hein, en scratch, ouais, exactement. Scratch. Ouais, c'est ça. Nicolas Schatz, okay. Effectivement. Victoire française pour cette première édition des Masters. Allez, on va dire 1,5 point pour Hervé, un demi-point pour Cagno et Jérémy, va falloir se rattraper. Bon, va falloir se rattraper. Troisième question, on va toujours parler de championnat d'Europe de la montagne. Je vais vous demander, messieurs, de me trouver le nom du pilote qui est le plus titré, tout simplement. Mauro Onesti. Oui, exactement. Mauro Onesti. Bonne réponse de la part de Cagno. Disons que ça fuse. Hein. Des fois, on a des invités qui gagnent. On est tous à 9000 tours déjà. Ah ouais, là, vous êtes chaud patate. Vous êtes chaud patate, c'est bien. Quatrième question. Alors, je voulais justement rendre hommage un petit peu, alors à défaut de vos pays d'origine, mais de vos pays représentés en tout cas. Hein, je parle pour toi notamment, Cagno, avec le Luxembourg. Je voulais qu'on parle un petit peu de ces pays-là et du sport automobile là-bas. Il faut savoir, donc, en termes de Luxembourg, qu'il y a eu 2 Grands Prix de Formule 1 qui ont porté le label de Grand Prix du Luxembourg. Est-ce que vous êtes capables, messieurs, de me donner les 2 années, les 2 fois où, en fait, ce Grand Prix a eu lieu ? 2001 et 2005, non ? Non, c'est un petit peu plus ancien. C'était 2 années consécutives, d'ailleurs. C'est vieux, ça, il y a 40 ans en arrière. Hein. Non, il n'y a pas 40 ans en arrière. Non, il le faisait en Allemagne. Ouais, c'est ça. C'était au Nürburgring. C'était en Allemagne, mais les années, c'était moi 2001, je suis presque sûr. Non, c'est un petit peu avant. Ok, non, alors non. Jérémy, tu as une idée ? Je dirais 98, 99. Alors, pas loin. C'est 97 et 98, ouais. 1997 et 1998. Et après, c'était redevenu en 99 le Grand Prix d'Europe, un Grand Prix un peu dingue d'ailleurs, qui avait été remporté par Johnny Herbert avec la Stewart sous la pluie. C'était un peu le délire. Dernière question. Et là, du coup, Jérémy, Hervé, on va parler de la Suisse, bien évidemment. Est-ce que vous êtes capable de me dire en quelle année s'est déroulée la toute première édition de la course de côte de Saint-Ursanne ? Oula, 64. 1916. Alors, attention, parce que il y a plus vieux que ça. Hein, il y a plus vieux que ça. La première édition, je crois, européenne, c'était 72, un truc comme ça. Mais la toute première édition, et elle s'appelait d'ailleurs pas la course de côte de Saint-Ursanne-les-Rangiers, elle avait un autre nom. Est-ce que vous connaissez la réponse ? Ouais, c'est devenu les Rangiers. Ouais, c'est ça, exactement, Jérémy. Et tu saurais dire l'année à peu près ? De 1916, je crois. 1916. 26. Ouais, 1926, exactement. C'est Fleury qui a gagné. Peut-être. T'es sur Wikipédia ou… Ah non. Ça va, il y a quelqu'un qui lui a soufflé la réponse. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est le public, comme à la télé. Non, mais en tout cas, c'est ça. Effectivement, c'était en 1926 et ça s'appelait la course de côte de Develliers-les-Rangiers, effectivement. Et c'était à l'époque non goudronné. Hein, c'était sur du gravier, on l'imagine. On n'y était pas. Hein, voilà, il n'y a pas d'image de pilote TV ou quoi que ce soit. On n'a pas retrouvé d'archives. Bon, bravo les gars, vous avez assuré. Je note que ça fuse niveau réponse. Vous êtes bien meilleurs que certains Français que j'ai eu à mes côtés. Dernière partie de l'émission.
C'est aussi la tradition dans mon émission. Je vous laisse le mot de la fin, bien évidemment, si vous voulez remercier des partenaires, des sponsors, des gens qui vous aident dans votre quotidien de pilote. Cagno, si tu veux commencer, je te laisse démarrer. Bah, déjà, je veux remercier donc tous les organisateurs, tous les gens qui travaillent pour qu'on puisse courir. Puis bien sûr, les accompagnateurs, les spectateurs, les partenaires financiers, les sponsors, la famille, tous les gens qui nous aident, hein, parce que la course de côte, c'est pas un sport individuel. Malgré qu'on est tout seul dans la voiture, il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière. Et je tiens à remercier vraiment tout le monde, tous les gens qui font partie de ce monde merveilleux. Et j'espère les revoir tous très bientôt et revoir ainsi tous mes amis pilotes et mes amis suisses, bien sûr aussi. Bon, on espère que tout le monde pourra se voir prochainement, ça c'est clair. Jérémy, ton petit mot de la fin? Ouais, ben, je remercie aussi comme Cagno, tous ceux qui sont de loin ou de près dans la course de côte, les slaloms et tout ce qui est européen, français, suisse, etc. On a besoin de tout le monde. Et puis, si on se tient les coudes, je pense que ça va faire perdurer notre passion et que tout du bon pour les prochaines années, que tous les pilotes aient du bon pour les prochaines années et que tout le monde tire à la même corde. Ok, super, super. Hervé, ton petit mot de la fin? Bah, pareil, hein, moi je veux dire les organisateurs, les officiels, ceux qui sont au bord de la piste, les commissaires. Ah, Ouais, ils étaient à l'honneur dans la dernière émission d'ailleurs. Hein, on en profite. Les photographes, les vidéastes, voilà. Et puis aussi, je termine avec le mot de la fin, petit coup de pub, là, c'est qu'on aura nouveau la course de côte La Roche-la-Béra en début juin 2021, qui n'avait eu plus lieu depuis 2015. Donc, ça sera l'ouverture du championnat suisse de la montagne, avec un nouveau comité d'organisation au top. Donc, ils ont vraiment fait cette course bien et c'est super qu'elle revienne parce que là, on entend plus enfin, le petit truc en plus, parce que cette année, c'était des annulations. Et puis, ils ont dit pour 2021, enfin, moi, je le savais déjà depuis bien avant, mais officiellement, ils l'ont annoncé il y a quelques mois. Et puis, du coup, le championnat suisse de la montagne en 2021, il aura une course de plus. Et c'est une belle montée technique de 3 km et demi. Donc, Marion Cagno, si tu n'as rien à faire, début juin 2021, viens la faire, elle est vraiment sympa, quoi. Si je peux, avec plaisir. Toujours un plaisir de venir en Suisse, toujours bien accueilli, comme partout ailleurs aussi d'ailleurs, je ne peux pas dire, mais si je peux, pourquoi pas. Oui. Oui, c'est vrai que le retour de cette manche qui avait été annoncé pendant le confinement, pendant toutes les annulations, on l'avait vu passer, c'était un plaisir que de le voir. C'est clair. Et je vais pouvoir y participer pour la première fois. Eh oui, du coup. C'était 2015 la dernière édition, c'est ça, Hervé? Ouais. Ok, bon, écoute, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour le championnat suisse. Moi, messieurs, je vous remercie vraiment. C'était super de vous avoir à mes côtés. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de cette émission. Alors, avant de se quitter, les amis, je vous le rappelle, l'ensemble des émissions précédemment réalisées sont à retrouver sur la page Facebook Inside Hill Climb, sur la page Instagram et sur la page YouTube Inside Hill Climb. N'hésitez pas justement à inviter vos amis à partager et surtout rester connectés car il va y avoir de nouvelles vidéos dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et puis bien sûr, toute l'actualité de la course de côte française et européenne, bien évidemment, sera à retrouver sur nos différents supports. Merci à tous les trois les gars, je vous souhaite une excellente soirée, à très vite. Merci. Ouais, merci. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.